raconte. Christophe Ondelatte. L'histoire de François de Grossouvre qui se suicide dans son bureau à l'Élysée en avril 1994. Grossouvre, dans son genre, avait une place à part à l'Élysée, un peu comme Alexandre Benalla, même si la comparaison s'arrête là. J'ai bâti mon histoire en m'appuyant sur un livre, le vôtre, Raphaël Baquet, bonjour. Bonjour. Le dernier mort de Mitterrand, chez Grasset, qui est un carton en librairie. Vous avez remonté le fil du suicide et surtout de cette amitié entre François de Grossouvre et François Mitterrand, pour arriver à la conclusion que sans doute François de Grossouvre s'est suicidé à cause d'un chagrin d'amour. Et son amour s'appelait François Mitterrand. Voici cette histoire, je l'ai écrite avec Pierre Anquetin, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Nous voilà donc un soir d'avril 1994 à l'Élysée, dans la dernière ligne droite du règne de François Mitterrand. Il est malade, il a fini par le reconnaître, il lui reste un peu plus d'1 an à régner. Il est 19h40, le palais est déjà quasi désert, le temps est au crachin, le décor est un brin lugubre. Dans l'aile ouest, côté avenue de Marigny, un gendarme du GIGN poireaute sur un divan. Il attend son patron, François de Grossouvre, l'un des plus proches amis du président. Il doit le reconduire chez lui, il regarde sa montre. Il est 8h moins 10. Quelques secondes plus tard, le gendarme entend comme un coup de feu mais assourdi. Il se précipite dans le bureau et il trouve Grossouvre dans son fauteuil, les jambes croisées, un 357 Magnum à la main. Il n'a plus de visage, le haut de son crâne a disparu, il y a du sang partout et des bouts de cervelle sur les murs, au plafond. François de Grossouvre, 76 ans, s'est suicidé. Le garde du corps a un haut-le-cœur, il sort du bureau, blanc comme un linge, et il dit « Grossouvre s'est tiré une balle !» Et c'est le branle-bas de combat. On appelle le jeune aspirant qui assure la permanence médicale, et puis le directeur de cabinet du président, Pierre Chassigneux, qui rentre dans le bureau avec 2 gendarmes du GSPR, le groupement chargé de la sécurité de la présidence de la République. Arrive ensuite le docteur Claude Calfon, le médecin du président, c'est lui qui appelle une ambulance de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Il faut évacuer ce cadavre, il faut protéger le président, on ne se suicide pas à l'Élysée. Et là débarque Michel Charasse, conseiller de François Mitterrand, fidèle parmi les fidèles. En bras de chemise et en bretelles, un sanguin. Il déboule pile au moment où les gendarmes sont sur le point d'emmener le corps. Déplacer le corps ? Mais c'est la dernière chose à faire. Enfin, imaginez si la presse s'en rendait compte, avec tous les témoins. Non. Vous laissez tout en état. D'ailleurs, on ne sait jamais, ça pourrait être un acte criminel. Et vous appelez tout de suite le préfet de police. Là-dessus, un gendarme du GSPR, de sa propre initiative, se met à courir vers le bureau de Mitterrand. Il passe devant la secrétaire médusée et il entre sans frapper. Monsieur le Président, François de Grossouvre, il s'est suicidé, dans son bureau. Mitterrand blêmi, il se recroqueville dans son fauteuil, il a le teint encore plus cireux que d'habitude. Il est sonné. Je ne comprends pas. Et là, Michel Charasse, Pierre Chassigneux et la secrétaire générale adjointe, Anne Lauvergeon, débarquent à leur tour dans le bureau. Et assez vite, chez Mitterrand, l'animal politique reprend le dessus. Il s'est tué dans son bureau, parce que c'est un endroit qu'il aimait. Ça ne lui ressemble pas de s'être tué. Mais il devenait sénile. Tenez, demandez à Védrine. Un jour, il est entré dans son bureau, il s'est arrêté sidéré, il ne savait plus où il était. Et puis il ne supportait plus l'idée de vieillir. Toutes ces fioles qu'il trimballait partout, contre l'impuissance. Et tous ensemble, ils se demandent comment ils vont l'annoncer. De son bureau, le journaliste de l'agence France Presse accrédité à l'Élysée, Pierre Favier, remarque très vite de l'agitation chez les gardes républicains. Alors il alerte sa rédaction et il appelle le secrétariat de l'Élysée. Charasse lui-même le rappelle. Pierre,
Le président me demande de te dire que François de Grossouvre a été retrouvé mort. Dans son bureau. Le suicide de François de Grossouvre, ce proche de François Mitterrand depuis une trentaine d'années, s'est suicidé d'une balle de revolver dans le bureau qu'il conservait dans l'aile ouest de l'Élysée. Alors il faut que je vous dise maintenant ce qui les unissait, tous les deux. Mitterrand et Grossouvre. Ils se connaissaient depuis 35 ans, depuis l'hiver 1959. Ils se rencontrent au cours d'un dîner organisé par Pierre Mendès France, l'ancien président du Conseil de la 4e République, au Berkeley, pas loin des Champs-Élysées. Dîner auquel assiste Françoise Giroud, la directrice de l'Express. Grossouvre est l'un de ses soutiens financiers. À cette époque, Mitterrand a 43 ans. Il a encore des cheveux bruns, gominés, plaqués en arrière. Il a déjà roulé sa bosse. Il a été 12 fois ministre sous la 4e. Mais là, en 59, il est dans le creux de la vague. François de Grossouvre, lui, est un peu plus jeune, 41 ans. C'est un aristocrate, un Lyonnais, qui a fait un bon mariage, comme on dit. Il a épousé la fille d'un grand industriel du sucre. Très bonne affaire. Physiquement, il sort tout droit de l'Ancien Régime. Barbichette d'aristocrate, veste de tweed, un côté un peu suranné. Au cours de ce dîner, disons que Mitterrand sort le grand jeu. Il est brillant, éloquent, drôle, de l'esprit, de la culture. Grossouvre est envoûté. Et comme il a lui-même un peu de répondant, il plaît aussi à Mitterrand. Ils sont de la même génération, ils sont capables de se raconter leur guerre de 40 et ils sont provinciaux tous les deux et fiers de l'être. Mendès France dira un jour « J'ai l'impression d'avoir assisté à un coup de foudre ». Donc Mitterrand a un nouvel ami riche. Quelques années plus tard, il l'embarque dans la campagne pour la présidentielle de 65, contre De Gaulle. Grossouvre, avantage, paye les meetings et les voyages. Et il écoute Mitterrand parler. Et moi, candidat unique de la gauche à la présidence de la République, qui vous demande de m'écouter et de comprendre pourquoi je fais appel à vous. Et il finit par se convaincre que Mitterrand deviendra un jour président de la République et que donc à ses côtés, un grand destin l'attend. Ce qui fait qu'on retrouve Grossouvre dans le giron de la campagne suivante, celle de 74 contre Giscard, toujours dans le rôle de financier. Pour cette campagne, Grossouvre monte une pompe à fric redoutable. Urba Graco. Je vous explique. Il s'agit d'une société de conseil spécialisée dans l'implantation des supermarchés en France. Et voilà la filouterie. Quand une commune de gauche veut implanter un supermarché, hop, elle sollicite Urba Graco. Grossouvre encaisse une commission de la part de l'épicier. En échange, l'autre peut construire sa boutique et il refile l'argent au Parti socialiste via de fausses factures. Magique. Mais le rôle de Grossouvre dans cette campagne de 74 ne se limite pas à ça. Il lui arrive aussi de conduire Mitterrand. Et vas-y qu'on s'arrête dans des auberges, et vas-y qu'on commande des plats du terroir, on parle des femmes, un drôle de couple. Mitterrand dans ses pantalons de velours hors d'âge, Grossouvre tiré à 4 épingles qui refont le monde autour d'un petit salé aux lentilles. Il se vous voit, d'ailleurs. Vous connaissez la suite. Mitterrand perd la présidentielle de 74. De justesse, 49-51. Le soir de la défaite, il dit à Grossouvre: « Je suis déçu. Si on savait se battre, ça pourrait marcher. » Ce qui revient à lui donner rendez-vous pour 1981. Mais à partir de ce moment-là, il y a autre chose qui va les rapprocher. Depuis plus de 10 ans, Mitterrand a une maîtresse, Anne Pinjot, la fille d'un industriel de Clermont-Ferrand.
Grossouvre est au courant, bien sûr. Il s'en fiche royalement. Mais en 1974, pendant la campagne, Anne Pinjot tombe enceinte de Mitterrand. Une petite fille prénommée Mazarine, née le 18 décembre 1974. Dans la seconde où elle vient au monde, elle devient un secret vivant. Mitterrand pense que si on sait, si les Français savent, il peut dire adieu à l'Élysée. Et revoilà l'ami Grossouvre. Quelques mois après la naissance de Mazarine, il propose à son ami de venir passer un week-end dans sa maison de La Trévesse, dans l'Allier. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec Anne, hein, et avec la petite Mazarine? C'est l'endroit idéal pour goûter un peu de quiétude. Et c'est vrai que l'endroit est idéal. Une grande maison 18e, tout en longueur, et un peu à l'écart, un petit pavillon isolé. C'est là que Grossouvre installe Mitterrand, sa maîtresse et sa fille. Et ils s'y plaisent, et ils y reviennent. Il y a une piscine, un tennis, des bois pour se promener, c'est simple, le pavillon s'appelle maintenant la Maison de François. Cher ami, j'ai une demande à vous faire. Accepteriez-vous de devenir le parrain de Mazarine? Oh, bien volontiers, François, bien volontiers. Tout ça pour vous dire à quel point ils étaient proches. Arrive la campagne de 1981. Mitterrand se présente contre Giscard. François de Grossouvre retrouve ses fonctions financières. Mais pas que. Il joue aussi un rôle capital entre les deux tours. Vous allez comprendre. Giscard et Mitterrand se retrouvent face à face. Chirac n'a pas réussi son coup, il est éliminé. Si Chirac soutient Giscard qu'il déteste, Mitterrand est fichu. Mais si Chirac consent à être un peu mou dans son ralliement à Giscard, c'est jouable. Alors, si on lui faisait un petit cadeau pour le convaincre. Mitterrand charge Grossouvre d'aller voir Jacques Chirac à la mairie de Paris. Et le cadeau consiste à s'asseoir d'avance sur une promesse faite aux Français. Monsieur Chirac, je suis chargé de vous annoncer au nom de François Mitterrand que nous maintiendrons le scrutin majoritaire à 2 tours pour les législatives. Nous savons que vous y êtes attaché. Ah bon? Mais Mitterrand a promis la proportionnelle dans son programme. Oui. Pour se ménager les bonnes grâces du Parti communiste, mais je peux vous assurer qu'il est décidé de ne pas instaurer la proportionnelle. Chirac, dans la foulée, annonce qu'il laissera ses électeurs voter en conscience. Il dit mollement que lui votera Giscard. Et Grossouvre est avec Mitterrand à Château-Chinon quand on annonce la victoire. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Et Mitterrand, ce soir-là, se penche à son oreille et lui dit « Vous serez à mes côtés. » Bien entendu. Alors maintenant qu'il est mort, maintenant qu'il s'est tué, quelles étaient ses fonctions exactes à l'Élysée? Est-ce qu'il y a là-dedans quelque chose qui pourrait expliquer son suicide? Au début, en 1981, François de Grossouvre s'installe au cœur de la machine présidentielle. Il choisit lui-même son titre, chargé de mission auprès du président de la République. Et quand on lui demande à quoi ça correspond, en général il répond « Je suis chargé des services spéciaux ». C'est lui qui choisit son bureau dans l'aile ouest de l'Élysée. Il réclame qu'on le capitonne. C'est pour qu'on n'entende pas ce qui se dit entre ses murs. Il s'attribue un appartement de 250 mètres carrés au 11 quai Branly, qu'il meuble avec du mobilier national. Appartement dans lequel, tant qu'à faire, il installe aussi sa maîtresse, Nicole. Il réclame une voiture, un chauffeur, un garde du corps, un port d'armes et des secrétaires habilités défense.
À part ça, son accoutrement fait sourire dans les couloirs. Sa barbichette, sa moustache, ses allures de conspirateur, son grand imperméable en cuir noir, très années 40 quand il pleut, sa cape en laine quand il fait froid, ses pulls assortis à ses chaussettes, ses chapeaux, sa toque de fourrure de loup en hiver et son canotier genre Maurice Chevalier en été. Dans les couloirs de l'Élysée, ça fait marrer tout le monde. Mais c'est vrai qu'au début, Grossouvre est vraiment dans l'intimité du président. Plusieurs fois par semaine, le soir, vers 7h30, il va le chercher dans son bureau, et ils partent bras dessus bras dessous, flâner sur les quais de Seine, faire le tour des bouquinistes. Mais surtout, Grossouvre accompagne Mitterrand rue Jacob, où vivent Anne Pinjot et leur fille Mazarine. Et d'ailleurs, assez vite, Grossouvre estime que la sécurité du président, de sa maîtresse et de sa fille ne sont pas assurées. Il convoque l'ancien patron du GIGN, Christian Proto, il lui demande de constituer une équipe d'élite pour assurer la sécurité du président. Ce sera le fameux GSPR, Groupement de sécurité de la présidence de la République. Et c'est lui qui suggère à Mitterrand d'installer Anne et Mazarine dans le 5 pièces qui est juste en dessous du sien, au quai Branly. Ce qui fait que désormais, le soir, Mitterrand et Grossouvre rentrent ensemble jusqu'à leurs appartements respectifs. Alors à quoi sert François de Grossouvre ? Sachant qu'il ne participe à aucune réunion de cabinet, ni à aucune réunion de conseillers. Il a ses réseaux. Son père a été banquier au Liban, il connaît les Gemayel. Il chasse avec le roi Hassan II du Maroc, et aussi avec le président Bongo du Gabon. En Syrie, il connaît très bien la famille Al-Assad, et il a même des contacts en Corée du Nord. Bref, Mitterrand a besoin de lui pour doubler la diplomatie et les services secrets. Sauf qu'en vérité, Grossouvre ne connaît rien, ni à la diplomatie, ni au renseignement. Et il agace beaucoup les conseillers du président avec ses « le président m'a dit »,« le président m'a demandé »,« le président souhaite que ». Un jour, Mitterrand lui-même finit par lui dire « Je vous interdis de parler en mon nom. Je vous interdis de vous prendre pour moi. » Les choses se compliquent quand en juillet 1984, Mitterrand nomme un nouveau ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, et un nouveau ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe. Ces deux-là l'ont dans le nez, et ils bloquent toutes ces initiatives. Alors au printemps 1985, Grossouvre envoie un billet à Mitterrand. « Je crois qu'il vaut mieux que je démissionne. » Mitterrand ne répond pas, il ne le retient pas. Et l'arrêté qui met fin à ses fonctions est publié le 12 juin 1985. Mais croyez-vous qu'il quitte l'Élysée ? Non, non, pas plus que l'appartement du quai Branly, il reste président du comité des chasses présidentielles. Et donc on continue de voir passer son ombre dans les couloirs de l'Élysée. Écarté, isolé, amer, très amer, au point qu'il commence à bavasser auprès des journalistes, et aussi auprès d'un juge, la bête noire de l'Élysée, le juge Thierry Jean-Pierre, qui enquête sur le financement occulte du Parti socialiste. Il lui déballe une partie de ses secrets, et il lui explique aussi, au passage, qui est Anne Pinjot. Et surtout, il lui ouvre ses archives personnelles stockées dans sa propriété de la Trévesse. Quand Mitterrand apprend ça, il le fait venir illico. « Comment avez-vous pu parler à ce juge ? Enfin, vous savez très bien qu'il s'agit d'un ennemi. Et vous ne devez pas conserver les archives de la présidence, n'est-ce pas ? Vous allez rapporter ici vos papiers et les confier à Charras. Ils seront plus en sûreté dans un coffre de l'Élysée. Il n'en est pas question. Vous êtes entouré de bandits. Vous ne pouvez pas dire ça. Non seulement je vous le dis, mais je peux le prouver. Je vous l'interdis. » Cette fois, la rupture est définitive. François de Grossouvre est devenu un traître qui se sent persécuté. Il le dit à un journaliste. « On est en train de monter une affaire contre moi. Je suis lâché par tous. C'est sans issue. » Le jour de son suicide, il déjeune avec son fils aîné, Patrick. « Le président m'a mis sur écoute, figure-toi. Il me fait suivre. Regarde ce type là-bas, là. Il est partout où je me trouve. »
Ce jour-là, vers 17h30, le docteur Soubiel, un vieil ami, lui rend visite dans son bureau. Il le trouve dans un état épouvantable, amer, morbide. Il parle de se suicider. Alors quand il le quitte, Soubiel va prévenir Mitterrand. « Monsieur le Président, je trouve votre ami François très mal. Il parle de suicide. Je crois qu'il faudrait l'hospitaliser. » Mitterrand se tourne vers sa secrétaire générale adjointe, Anne Lauvergeon. « Anne, il faudrait voir ce qu'on peut faire pour Grossouvre. » 2 heures plus tard, un coup de feu retentit dans l'aile ouest de l'Élysée. François de Grossouvre est mort. Juste après la découverte du cadavre, les gendarmes du GSPR interrogent le personnel de l'Élysée. À part le garde du corps de Grossouvre, personne n'a entendu de coup de feu. Mais il faut dire que le bureau était capitonné et doté d'une double porte. Ensuite, arrive la police judiciaire. Le patron en tête, Claude Cancès, accompagné du substitut du procureur Bernard Pagès. Les policiers retrouvent la balle, nichée dans le plafond. Ils relèvent des empreintes, ils trouvent de la poudre sur les mains de Grossouvre, et ils établissent qu'il n'y a eu ni intrusion dans l'Élysée avant le coup de feu, ni fuite après. Vers 8h30, Mitterrand appelle lui-même l'un des fils de Grossouvre, Xavier, pour lui annoncer la nouvelle. Un autre fils, Patrick, le rappelle un peu plus tard. Il veut venir à Paris tout de suite. Mitterrand le dissuade d'aller chez son père. « Ça n'est pas la peine d'aller chez lui. Il n'y a plus rien là-bas. Nous allons le faire transporter au Val-de-Grâce. Demain matin, je vous recevrai. » Eh oui, chez lui qu'est Branly. Il y a la maîtresse, Nicole. Et juste en dessous, il y a Anne Pinjot et Mazarine. Mitterrand raccroche, il se tourne vers Michel Charasse. « Michel, il faut déménager Nicole, n'est-ce pas, hein? Occupez-vous-en. » Une voiture du GSPR file discrètement au 11 quai Branly, avec 2 missions. 1, déménager Nicole. 2, faire le ménage, avant la perquisition de la police judiciaire. Nicole fait ses bagages, elle vivait là depuis 13 ans. Et les gendarmes se mettent à fouiller le 5 pièces, tiroir après tiroir, étagère après étagère, en prenant soin de tout bien remettre en place. Ils tombent sur une boîte de munitions, du 357 Magnum. Ils la laissent à sa place. À 23h, ils ont fini, et ils emmènent Nicole et ses bagages. Quelques minutes plus tard, débarquent les policiers de la police judiciaire. Ils ne trouvent aucune lettre laissée par de Grossouvre pour expliquer son geste. Ils embarquent la boîte de munitions et l'enquête conclut à un suicide. 4 jours plus tard, le 11 avril, ont lieu les obsèques dans l'église Saint-Pierre de Moulins, dans l'Allier. La famille a fait passer le message. « Nous pensons qu'il vaudrait mieux que Mitterrand ne vienne pas à l'enterrement. » La chef de cabinet du président répond. « Voyez-vous, le président tient à y assister, et vu le contexte, il est absolument inenvisageable qu'il ne vienne pas. » La porte de l'église grince. François Mitterrand et Pierre Jox font leur entrée. Le fils de François de Grossouvre se détourne pour ne pas leur serrer la main. Vers 10h40, le visage impénétrable, François Mitterrand entre dans l'église et prend place auprès des proches de François de Grossouvre, sa veuve Claude, ses 6 enfants et ses petits-enfants. La dernière fois que le président de la République s'était rendu sur les terres de son ami à Lusigny, c'était en septembre 1992, à la veille du référendum sur le traité de l'Union européenne. Ce fut ici leur ultime soirée intime. Voilà donc pour cette histoire, Raphaël Baquet, que j'ai intégralement tirée de votre formidable livre qui s'appelle Le dernier mort de Mitterrand, chez Grasset. Est-ce que je me trompe si je résume les choses comme ça? Grossouvre est mort d'un chagrin d'amour. Oui,
Il est mort de ne plus être dans la lumière de cette espèce de roi soleil qui était François Mitterrand, hein, dont on se souvient, enfin pour ceux qui se souviennent de cette époque, qu'il était à la fois d'une grande séduction et puis surtout il avait un vrai pouvoir, et comme on le sait, le pouvoir est un aphrodisiaque très puissant. Et Grossouvre vivait dans l'admiration de cet homme et aussi dans l'envie de vivre dans sa proximité. Et parce qu'il était en disgrâce, au fond, effectivement, il ne l'a pas supporté. C'est ça qu'il n'a pas supporté. Enfin, vous dites, il était heureux de vivre à proximité de cet homme, mais enfin, vous écrivez, il est amoureux. Point d'exclamation. Il est amoureux, c'est évident. Alors, c'est troublant, ça, parce que on sait que Mitterrand n'était pas homosexuel. Grossouvre non plus, a priori, vu le nombre de maîtresses qu'il entretenait. C'est un amour platonique. À vrai dire, en ayant une relative expérience du pouvoir, je me suis aperçue que ce n'est pas le seul cas, à vrai dire. Et tous les présidents ont eu autour d'eux des hommes, souvent des hommes d'ailleurs, fascinés par eux, par leur pouvoir, par leur attraction. Et effectivement, ça donne des amours platoniques et d'autant plus puissants qu'ils sont justement sublimés. Gérard Collomb avec Emmanuel Macron, par exemple? C'est un peu ça? Par exemple, mais même Nicolas Sarkozy a eu autour de lui Pierre Charon, par exemple, qui vivait complètement aimanté par lui. Il y a toujours auprès des présidents des hommes comme ça qui, justement parce que il y a pas de passage à l'acte, si je puis dire de façon triviale, justement cet amour est d'autant plus puissant. Alors il meurt de deux amours de la part de Mitterrand uniquement, ou est-ce qu'au fond, il est blessé par le rejet de son entourage? C'est-à-dire que Joxe, Védrine, Charras en tête ne le supportent pas et font tout pour l'écarter. Oui, il est à la fois disgracié, si vous voulez, parce qu'il est insupportable. Hein. Il se prend pour le patron des services secrets alors qu'il ne l'est pas du tout. Il s'attribue quantité d'avantages, si vous voulez, et pas seulement cet appartement dont il dispose quai Branly, qui est un des plus beaux appartements du quai Branly, un des plus vastes. Il est le patron des chasses présidentielles et donc chaque week-end, il va en grand tabarat à Chambord. Il vit comme une espèce de petit aristocrate, si vous voulez. Donc il y a ça, évidemment. Et puis, il a un port d'armes. Il a un port d'armes et donc il vit comme s'il était lui-même vraiment au cœur de la cour, ce qu'il est d'ailleurs. Mais ça a une fin. Et donc, il y a à la fois une disgrâce et puis c'est la fin du pouvoir mitterrandien. Lui-même vieillit et il sait bien que de toute façon, il y a une issue inéluctable. Vous écartez totalement, Raphaël, à l'issue de votre travail, vous avez rencontré tous les protagonistes de cette affaire, enfin ceux qui sont vivants, parce que beaucoup sont morts. Vous écartez totalement l'idée d'un assassinat. Ah oui, vraiment. J'ai regardé, bien sûr, ça aurait été tout à fait spectaculaire, mais ce n'est pas le cas. D'où sortez-vous cette certitude ? D'abord de l'enquête, si vous voulez. Il y a eu une enquête policière, et puis moi-même j'ai revu tous les témoins et il est très clair, y compris ceux qui étaient les plus intimes avec Grossouvre, que Grossouvre était vraiment suicidaire. La femme qui a vécu avec lui, Nicole, sa maîtresse, n'a pas du tout été surprise par ce suicide. Et puis, de toute façon, tout simplement, matériellement, si vous voulez, on a vu, j'ai revu tous les prélèvements qui ont été faits à l'époque, il n'y a aucune trace d'effraction, il n'y a aucune trace de personne qui serait rentrée ou sortie. Quand on voit comment la PJ attend gentiment que les super gendarmes de l'Élysée aient fait le ménage avant d'aller perquisitionner, quand on voit les super gendarmes faire ce ménage, on se dit qu'il a pu y avoir tout un tas de trucs qui ont échappé à tout le monde. C'est compliqué quand même. C'est compliqué de rentrer dans une pièce, de faire un suicide. Il se tire une balle sous le menton. Donc, et la balle est dans le plafond. Voilà. Et donc il faudrait le maintenir, lui faire tirer une balle sous le menton. Il n'y a aucune trace par ailleurs de violence, si vous voulez, sur lui. Il n'y a pas d'empreinte. Il faut bien voir que quand on se tire une balle dans la tête, il y a quand même du sang partout. Il n'y a aucune empreinte dans la pièce. Donc vraiment, je ne crois pas du tout à un assassinat, même si évidemment cette hypothèse a fait beaucoup fantasmer. La famille, aujourd'hui, elle y croit toujours à l'idée d'un assassinat? Est-ce qu'elle y a cru au début? Oui. En fait, ses fils sont partagés. Donc, il y en a un qui croit, l'autre pas. Voilà. Et sa femme n'y croyait pas. Du tout. Donc vraiment, évidemment, un assassinat, ça ferait de Grossouvre une vraie victime de François Mitterrand. Et sans doute pour ses fils, ça serait une mort peut-être moins terrible qu'un suicide. Si on reprend les choses dans l'ordre, Raphaël, ce qui les séduit
mutuellement, c'est une sorte d'agilité d'esprit. Mitterrand est très raffiné, très vif d'esprit, et il trouve un partenaire à sa hauteur. Oui, et puis c'est un esprit d'aventure. Il faut bien voir que ce sont deux hommes de la guerre et qui ont vécu la même guerre, Un peu c'est-à-dire maurassienne. assez trouble. Ouais. Ils ont commencé, au fond, Dans la le collaboration, pétainisme. ouais. Ils pensaient qu'au fond, le maréchal Pétain, c'était Pourquoi pas le bouclier formidable pour la France. Et puis, fin 42, début 43, Ils ils se sont sont allés dans trouvés la résistants, résistance. ouais. Donc, ils ont la même vision de la guerre. Et cette guerre, pour eux, ça a été une vie merveilleuse d'aventure. Ouais. Si vous voulez, ça a été une excitation formidable. Or, Grossouvre, il est revenu après la guerre à une vie plus morne. Il est médecin, il est devenu industriel après un beau mariage avec une héritière du sucre. Il s'ennuie. Il s'ennuie. Et donc, il finance l'Express, notamment pour donner un peu de piment à sa vie. Et cette rencontre avec François Mitterrand, c'est ce piment qui arrive. Cet homme séduisant, qui lui-même a un passé un peu trouble, qui a, la séduction qu'on connaît à Mitterrand. Et c'est vrai que ça va être un coup de foudre. Ce sont tous les deux des provinciaux. J'ai insisté là-dessus parce que Bien vous sûr, insistez c'est très beaucoup là-dessus. important. C'est important. Ils ne sont pas parisiens. Grossouvre est lyonnais. On connaît l'atavisme entre les Lyonnais et les Parisiens. Et Mitterrand est foncièrement un Bourguignon. Oui, et d'ailleurs, ça compte beaucoup parce qu'ils font des virées ensemble, vraiment des virées. C'est-à-dire Des qu'ils virées de descendent, mecs. des virées entre hommes, où on parle de femmes, où on drague d'ailleurs des femmes, où on va dans toutes les meilleures auberges. C'est toujours Grossouvre qui paie. Car il faut pas oublier que leur relation, c'est une relation d'amitié, mais elle est d'emblée assez inégalitaire tout de même. C'est-à-dire qu'il y a de la cupidité de la part de Mitterrand. Il a trouvé son Non, en financier, tout cas- sa bourse. En tout cas, c'est un ami qui permet une vie facile, si Oui. vous voulez. Grossouvre paye tout le temps, toujours. La vie est agréable avec lui. Il vous invite dans sa merveilleuse maison de l'Allier. Il est toujours dans les meilleurs restaurants. Il est toujours extrêmement bien habillé. Il plaît aux femmes. Et tous les deux, quand ils arrivent quelque part, si vous voulez, ils aimantent les femmes à deux. Donc c'est ça aussi qui leur plaît, qui les séduit. Et cette amitié, elle est d'abord basée là-dessus. C'est une amitié assez virile. Est-ce qu'il y a un côté miroir, mon doux miroir? C'est-à-dire, est-ce que Mitterrand, au fond, est flatté par tout ce que l'autre peut lui dire comme gentillesse, sur sa manière de parler, sur son intelligence, sur son programme, sur son discours, sur tout ça? Oui, et en même temps, il faudrait pas faire de Grossouvre quelqu'un d'un peu flatteur. flatteur ou un peu niais, pas du tout. Il est aussi très intelligent, il a beaucoup d'esprit, Grossouvre, et beaucoup de culture. Donc ils s'amusent entre eux. En fait, la relation va peu à peu devenir de plus en plus inégalitaire parce que non seulement Grossouvre paye, mais parce que l'un va peu à peu monter vers le pouvoir quand l'autre ne reste qu'un industriel. Alors on se dit que ce qui scelle cette amitié existante, préexistante, c'est évidemment le secret lié à l'existence de Anne Pinjot, puis à la naissance de Mazarine. Est-ce que ça peut expliquer, par exemple, que quand Mitterrand, très agacé par lui, le vire en 1985, il le garde quand même à l'Élysée parce qu'il sait qu'il est détenteur du secret? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, quand à l'Élysée, les gens s'interrogeaient, mais que fait ce type qui est là dans ce bureau, qui a un appartement du Quai Branly alors qu'on ne le voit jamais dans aucune réunion? Que fait-il? Eh bien, la réponse c'était il est le ministre de la vie privée. Ouais. Et donc ça, ministre de la vie privée, c'est évidemment non seulement détenir un secret, mais détenir toutes les armes et tous les outils pour les bons plaisirs du président. Parce que non seulement il protège Anne Pinjot, il éduque Mazarine, c'est lui qui va lui apprendre à monter à cheval, c'est lui qui effectivement pourvoit au week-end. Donc il est vraiment au courant de toute la vie privée et il y participe. Vous avez vu Mazarine? Elle dit qu'elle ne se souvient plus de son parrain. C'est Donc son elle parrain. ment. Donc elle ment, Oui, bien s'il sûr, lui ça a appris à été monter son à cheval, parrain, il bien habitait sûr, bien sûr, au-dessus. Il habitait juste au-dessus, il lui a fait faire ses devoirs pendant des années. Quand Grossouvre dit le jour de son suicide à son fils au cours du déjeuner, regarde le type là-bas, là, il me suit tout le temps, il y a toujours quelqu'un qui me suit. Est-ce qu'à partir de 85, Mitterrand se méfie de Grossouvre et le fait filocher?
Il ne le fait pas suivre, mais en revanche, il le fera écouter. C'est-à-dire que quand Comme les Mitterrand, autres. comme les autres, voilà, quand Mitterrand va déclencher ces écoutes téléphoniques, dont on sait qu'elles visaient d'abord à protéger Mazarine et qu'elles ont permis d'écouter, y compris des journalistes qui enquêtaient sur François Mitterrand, il est aussi tombé sur des écoutes de François de Grossouvre. Et donc Grossouvre était écouté. Et donc Mitterrand savait exactement à quoi s'en tenir. Il savait très bien que Grossouvre, à la fois, faisait aussi des affaires pour lui-même, utilisait sa carte de visite, et puis il savait que Grossouvre usait de ses relations pour débiner l'entourage de Mitterrand, et donc le président aussi lui-même. Toujours autour de cette histoire de Mazarine, il y a une scène que je n'ai pas eu le temps de raconter, mais qui est dans votre livre, qui est formidable. C'est que à un moment donné, le secret commence à être éventé de l'existence de Mazarine, et Minute, le journal d'extrême droite, est détenteur de photos de Mazarine, s'apprête à les publier. Oui. Et Grossouvre va négocier avec une valise de bifetons. Ils viennent d'où, ces bifetons? Il a toujours de l'argent liquide, si vous voulez. D'abord, à l'Élysée, il y a toujours de l'argent liquide, mais Les fonds secrets. les fonds secrets, et Grossouvre lui-même paye une partie des choses. Donc, il va aller négocier effectivement avec de l'argent liquide et racheter les photos de façon à ce que Minute ne les publie pas. Combien? Je ne sais pas, quel mais dommage. probablement assez cher, parce que effectivement Minute y renonce, alors que Minute ne renonçait pas souvent à sortir des informations compromettantes contre François Mitterrand. Quand il quitte l'Élysée, c'est quelque chose que je n'ai pas raconté. Enfin, quand il perd sa fonction, celle qu'il gagne en 81, donc en 85, quand Mitterrand le met dehors, mais le garde quand même un peu dans un coin, il fait quelque chose qui aujourd'hui me paraît hallucinant. Il va bosser pour Dassault. À l'époque, on fait des choses qui sont absolument impossibles aujourd'hui, mais effectivement, il va immédiatement user de ses relations nouées à l'Élysée pour aller chez Dassault, négocier des contrats. D'ailleurs, il n'est pas très bon dans ce job. Non plus, là-dedans. Non. Et Avec 90 000 francs par mois, quand même. il gagne. À vrai dire, on achète son influence, Oui. son influence supposée. C'est ça qui se passe. C'est un vrai conflit d'intérêts, comme on dirait aujourd'hui. Mais il n'est pas très doué là-dedans, et surtout, il s'étiole en fait, loin du pouvoir, loin de Mitterrand, loin de la cour. Et il ne va avoir de cesse que d'y revenir. Autre petite question un peu indiscrète. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fioles? Il se promenait avec des fioles, dit Mitterrand, pour lutter contre son impuissance. Il avait 76 ans. Oui, en fait, c'est un homme qui a toujours séduit des femmes beaucoup plus jeunes. Nicole, sa maîtresse, a près de 30 ans de moins que lui. Il faut bien imaginer ça. Il a Donc, du mal à assurer, quoi. C'est un effort permanent que de vivre avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que lui. On n'a pas raconté qu'il fait beaucoup de sport, il fait 50 pompes par Il fait des jour. pompes tous les jours. C'est un homme j'étais presque parfois touchée d'imaginer l'effort qu'il faisait sur lui-même pour rester jeune, pour rester en la course. Et effectivement, il est obsédé par l'idée de vieillir, et il est médecin. Donc, il est particulièrement bien placé, si vous voulez, pour mesurer les effets de l'âge sur lui-même. Et aussi pour avoir ce qu'il veut à la pharmacie. Et donc, effectivement, il avait souvent, surtout du ginseng. Du ginseng. C'était pas bien méchant, mais en C'est tout pas cas, du Viagra. effectivement, il était absolument obsédé par ça. Alors revenons à sa mort maintenant. Il y a donc ce projet de déplacer le corps. Alors là, ça se joue à quelques secondes près, parce qu'en vérité, Charras arrive une minute plus tard, le corps est sur la civière et c'est trop tard, et il part pour où? Il va chez lui. On va le faire mourir chez lui. Oui, ils hésitaient entre l'emmener au Val-de-Grâce, ils ne savaient pas, ou le ramener chez lui, mais ils ne savaient pas très bien. On comprend la tentation, c'est-à-dire que ça ne peut pas avoir eu lieu là, donc on l'écarte. Et en même temps, il manque de faire une énorme bêtise qui aurait pu peser sur la dernière année du mandat de François Mitterrand, très lourdement. Bien sûr, mais il faut voir dans quel contexte arrive ce suicide. Car ce n'est pas le premier suicide, c'est le deuxième. Oui. 1 an auparavant, Pierre Bérégovoy s'est suicidé. Et donc, il y a une atmosphère incroyablement morbide, scandaleuse, déliquescente autour de François Mitterrand. Et tout le monde comprend bien que un nouveau suicide, si vous voulez, au cœur même de l'Élysée, c'est comme désigner François Mitterrand comme un tyran, quoi. Comme un tyran, Ouais. comme un monarque finissant, comme le déclin, le pire qui soit. Alors l'enquête, elle a été bâclée, disons les choses. La PJ conclut très rapidement un suicide. Non pas que ça ne soit pas un suicide, puisque vous avez la certitude que c'en est un. Mais néanmoins, les éléments d'enquête de base ne sont pas au dossier.
C'est pas sur le suicide en tant que tel qu'elle a bâclé, je veux dire, c'est pas sur le relevé des empreintes, etc. dans la pièce, c'est sur la fouille après, c'est-à-dire la fouille au domicile. Là, franchement, il était évident qu'on avait nettoyé le domicile avant et la PJ n'en a rien dit. Mais ils vont pas dans l'Allier. Ils vont pas dans l'Allier, ils vont perquisitionner Quai Branly et ils se contenteront de cela. Ils ne vont pas non plus perquisitionner dans le coffre de son bureau à l'Élysée, par exemple. Non, mais de toute façon, ils ne cherchent pas bien loin. Ils considèrent qu'il n'y a pas de marque d'un suspect d'un éventuel assassinat et donc ils s'en tiennent là. Alors ça m'intéresse bien qu'on fasse avec vous, parce que vous êtes une journaliste politique, donc c'est le parallèle avec Benalla. Parce que évidemment, ça n'est pas du tout la même histoire. Mais finalement, avec cette histoire, avec votre livre, on découvre l'existence, dans l'intimité de Mitterrand, de quelqu'un qui n'a pas vraiment de fonction politique, qui a des fonctions assez privées, qui est un peu le gardien des secrets du président. On ne l'a pas su à l'époque. Vous le saviez, vous, à l'époque, que Grossouvre avait cette place ? J'ai débuté à cette époque et je l'avais rencontré. Et justement, je n'avais pas compris, à vrai dire, parce qu'il était très véhément à l'égard de Mitterrand à l'époque. Donc c'était après 85. Or, je l'avais rencontré Quai Branly. Ouais. Donc vraiment, il était logé par la République, mais il taillait. Et déjà, il était très véhément envers tous ceux qui entouraient Mitterrand. Et il avait tapé avec sa canne sur le parquet en me disant « Le secret de notre relation était là-dessous ». Et moi, je ne connaissais pas l'existence de Mazarine. Donc vous ne saviez pas qu'elle était en dessous. Non, je n'avais pas compris. Et comme je débutais, je n'avais pas du tout compris ce qu'il voulait dire. Est-ce qu'il y a eu des Grossouvre ou des Benalla du temps de Chirac, du temps de Sarkozy ou du temps de Hollande? C'est-à-dire des gens aux fonctions imprécises qui profitent de la bête, qui se nourrissent sur la bête, mais dont les fonctions relèvent plus de la vie privée que de la vie politique. Il y en a pratiquement à chaque époque. C'est ça qui frappe, si vous voulez. C'est que, effectivement, vous faites la comparaison avec Benalla, mais c'est une comparaison tout à fait judicieuse. Car non, parce qu'on a l'air de tomber de l'arbre, on dit « Ah, Benalla, mais en fait, il y a toujours eu des Benalla. » Les époques sont très différentes et que Benalla a un profil particulier. Mais enfin, ça ferait un magnifique personnage, lui aussi, de roman, à vrai dire. Vous l'écrirez quand vous serez à la retraite, celui-là. Mais c'est vrai que ça ressemble à cela. C'est-à-dire que l'Élysée ouvre le fait de faire croire ou d'avoir une réelle proximité avec le président, vous ouvre un nombre incroyable de portes et abaisse toutes les défenses. Et on voit bien avec Benalla que même la haute administration, même la hiérarchie policière, même la hiérarchie militaire s'inclinait devant lui. Eh bien, François de Grossouvre, c'était la même chose. Oui. C'est-à-dire que vraiment, il fallait être ministre de l'Intérieur comme Pierre Joxe ou ministre des Affaires étrangères comme Roland Dumas pour protester, parce que sinon, toute l'administration se couchait devant lui parce qu'il était censé être le plus proche ami de Mitterrand. Il faut 25 ans, au fond, pour connaître la vérité d'un mandat. C'est vrai, mais aujourd'hui, les choses vont quand même plus vite. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de dissimuler des choses qu'à l'époque de Mitterrand. Mitterrand n'a pas que Grossouvre comme secret. Il en a un paquet. Et évidemment, sa fille est le secret le plus incroyable au cœur même du pouvoir. Il est resté quand même au pouvoir 14 ans sans que ses secrets ne s'éventent. Pratiquement. Ça serait pas possible. Aujourd'hui, ça serait pas possible. Aujourd'hui, quand même, vous êtes sans arrêt sous l'œil des caméras, des smartphones, de la presse, et c'est beaucoup plus difficile de préserver un secret. Je vous remercie infiniment, Raphaël Baquet, d'être venu défendre ce livre que vous avez écrit il y a quelques mois déjà, publié il y a quelques mois, qui s'appelle Le dernier mort de Mitterrand, que je vous invite véritablement à lire parce que c'est un polar de la vie politique de ces années-là, et pour notre génération, évidemment, ça fonctionne comme une Madeleine de Proust. On voit réapparaître des tas de gens dont on avait presque oublié l'existence. Demain, des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.